toutes et à tous, c'est Kim Garros qui vous parle. Pour les passionnés d'EBP ou simples curieux, et parce qu'il ne devrait pas être difficile de se tenir au courant des dernières avancées scientifiques, Physio Network France et l'agence EBP vous offrent ce podcast. Pour cette parution de décembre, nous avons choisi l'analyse du Dr Sarah Haag, intitulée « Les exercices d'extension lombaire isolés en amplitude limitée contre résistance pour les patients atteints de radiculopathie lombaire et de hernie discale, résultats cliniques et facteurs d'influence ». Il y a 2 points clés dans cette analyse d'article. Le premier point clé est le suivant. Les patients ont perçu une amélioration de la douleur et de l'impact sur leur santé mentale après avoir participé à un programme d'extension lombaire isolée en conjonction avec d'autres exercices de stabilisation du tronc. Le deuxième point clé, le programme isolé en extension lombaire n'a été comparé à aucun autre programme ou groupe contrôle, ce qui limite l'impact des conclusions sur son efficacité. Alors quels ont été les contextes et les objectifs de cette analyse ? La radiculopathie lombaire est couramment observée en pratique clinique et se caractérise par des douleurs dans les membres inférieurs, des paresthésies et des signes cliniques de troubles neurologiques. Une hernie discale lombaire peut être présente chez des patients souffrant de radiculopathie lombaire. Le but de cette étude était d'évaluer les résultats cliniques d'un programme isolé et sécurisé d'exercice en résistance en extension lombaire pour les personnes atteintes de radiculopathie lombaire et présentant une hernie discale lombaire. Voyons ensemble la méthodologie. Cette étude était une analyse rétrospective des données des patients ayant participé au programme. Les critères d'inclusion comprenaient une ou plusieurs hernies discales lombaires, diagnostiquées par IRM et datant de moins de 3 mois. Le patient ne devait avoir subi aucune intervention chirurgicale dans la colonne vertébrale. Les patients ont été exclus s'ils n'avaient pas effectué au minimum 3 séances du programme ou s'ils avaient abandonné pour des raisons non médicales. Les patients diagnostiqués avec des troubles dégénératifs et inflammatoires ont été exclus. Les personnes de plus de 50 ans ont été exclues en raison de l'hypothèse de changement dégénératif substantiel dans cette population. Le programme isolé et sécurisé d'exercice contre résistance en extension lombaire a été réalisé sur un appareil qui limitait la contribution des muscles fessiers et ischio-jambiers. Il pouvait aussi limiter l'amplitude des mouvements lombaires en fonction de la mobilité et des symptômes de chaque patient. Les patients ont également reçu 4 exercices spécifiques pour la stabilisation du tronc. Et enfin, les critères de jugement comprenaient une échelle d'évaluation numérique, l'impact sur la santé mentale et la satisfaction à l'égard des résultats cliniques. Voyons ensemble les résultats. Après 18 séances, 2 fois par semaine pendant 9 semaines, 96% des patients ont signalé une réduction des symptômes cliniques, qui sont décrits dans la figure 1. Des améliorations significatives furent notées pour la douleur et les symptômes radiculaires, ainsi qu'une réduction de l'impact sur la santé mentale. La force d'extension lombaire en isométrique a augmenté de 35,7% en moyenne. Il y avait une faible corrélation entre les niveaux inférieurs de douleur et de souffrance mentale avant et après le traitement, et aucune corrélation entre l'âge et l'augmentation de la force. Et enfin, il n'y a pas de prédicteur significatif de l'impact sur la santé mentale, l'âge ou l'augmentation de la force. Nous allons décrire la figure 1, intitulée « Aperçu de l'évaluation subjective des résultats cliniques en pourcentage ». L'évaluation subjective des patients est divisée en 4 groupes. Premier groupe, aucune modification des symptômes. Nous retrouvons 3,6% des patients dedans. Deuxième groupe, ceux qui rapportent une légère amélioration. Ils sont 9,5%. Troisième groupe, qui rapporte une nette amélioration, sont de 44,6%. Et enfin, le quatrième groupe, qui ne rapporte plus aucun symptôme, sont de 42,3%. Quelles sont les limites de cette étude ? Il existe une forte probabilité de résorption spontanée de la hernie discale lombaire, ce qui n'est pas pris en compte lors de l'amélioration de la santé du patient. Bien que les auteurs aient rapporté la présence d'une hernie discale lombaire de moins de 3 mois chez tous les patients, rien n'indiquait depuis combien de temps le patient souffrait de radiculopathie lombaire. Il est raisonnable de penser que les patients présentant des symptômes plus aigus puissent ressentir une certaine amélioration en raison de l'évolution naturelle. Il se peut que les patients présentant des symptômes plus chroniques ne réagissent pas de la même manière que les personnes présentant des symptômes aigus, pour diverses raisons non prises en compte dans cette étude. Alors quelles sont les implications cliniques ? Eh bien, la radiculopathie lombaire est une pathologie clinique courante et après avoir exclu le diagnostic de la sténose lombaire, la fracture et du spondylolisthésis, environ 85% des personnes souffrant d'une sciatique ont une hernie discale lombaire. Se référer à la première référence à la fin de ce podcast. Heureusement,
Jusqu'à 87% des patients atteints de hernie discale lombaire ont connu une amélioration de leurs symptômes dans les 3 mois suivants. Se référer là encore à la première référence. Bien qu'il y ait un espoir d'amélioration en raison de l'évolution naturelle, la recherche continue pour trouver des traitements pouvant accélérer le rétablissement et prévenir les récidives. Cette étude visait à examiner l'impact d'un programme isolé et sans risque d'exercice contre résistance en extension lombaire sur la douleur et l'impact sur la santé mentale. Elle a révélé qu'il y avait une amélioration à la fois de la douleur et de l'impact sur la santé mentale. Cependant, il y avait une autre intervention programmée. En effet, chaque personne a reçu des exercices supplémentaires pour augmenter la entre guillemets, stabilité du tronc, mais ces exercices différaient d'un participant à l'autre. L'ajout d'autres exercices non standardisés est un facteur de confusion qui rend la conclusion de l'auteur moins probante. Les auteurs ont affirmé que ce programme était nécessaire pour stabiliser la colonne vertébrale et pour augmenter la probabilité de résorption de la hernie discale. La colonne vertébrale est intrinsèquement stable et la suggestion du contraire pourrait être responsable de conséquences iatrogènes pour les patients. Se référer à la deuxième référence à la fin de ce podcast. L'exercice, en général, semble avoir un effet positif sur les personnes souffrant de lombalgie avec et sans symptômes radiculaires. Cette étude suggère que ce programme, avec une amplitude de mouvement contrôlée, a un effet positif sur les patients présentant les symptômes radiculaires avec hernie discale lombaire confirmée. Voyons ensemble les références. L'article analysé en question était écrit par Galonka, Rashka, Harandi, Domokos, Alfredson, Alphen, Spang de 2021, intitulé Isolated Lumbar Extension Resistant Exercises in Limited Range of Motion for Patients with Lumbar Radiculopathy and Disc Herniation, Clinical Outcome and Influencing Factors, dans le Journal of Medical Medicine. Il y a eu des références citées. La première, Dayo, Ra et Mirza de 2016, Herniated Lumbar Intervertebral Disc in CG. Deuxième référence, Solomon édition dans New England Journal of Medicine, volume 374, numéro 18. Et enfin, troisième référence, Reeves, N.P., Cholevicki, J. Van Dien, J.H., Kaoutchouk, G. et Hodges, PW 2019, Are Stability and Instability Relevant Concepts for Back Pain, dans le Journal of Orthopedic and Sport Physical Therapy, volume 49. J'espère que vous avez trouvé cette analyse d'article intéressant et que vous y trouverez une pertinence pour votre pratique clinique. Et moi je vous dis au mois prochain.